Que ce soit la production animale, vaches laitières ou allaitantes, chèvres, moutons, porcs, volailles de chair ou pondeuses, ou encore chevaux, la principale caractéristique du métier d'éleveur est d'être en lien direct avec la nature. Il ne s'agit pas de la nature sauvage, mais de la maîtrise des cycles naturels et des moments de vie des animaux. Lien direct avec le monde végétal, l'éleveur entretient les prairies et produit les fourrages nécessaires à la nourriture des troupeaux tout au long de l'année. Les animaux sont ses compagnons de tous les jours, ils sont entièrement dépendants de son travail pour leurs soins et pour leur nourriture. L'éleveur doit intervenir rapidement lors des problèmes de santé, lors d'une mise bas compliquée, ou tout simplement lorsque le matériel qui sert tous les jours est en panne. Il doit faire preuve d'une bonne adaptabilité pour pallier au plus vite au dysfonctionnement. Le bien-être animal est une de ses préoccupations majeures et l'ensemble des actions dirigées vers la satisfaction des besoins essentiels des animaux. Mais la vie de l'éleveur ne se limite pas à ces tâches. L'agriculture demande des ressources humaines, matérielles et financières importantes. L'éleveur doit avoir une solide formation, même s'il est tombé dedans tout petit, et encore davantage s'il vient d'un milieu non agricole. Il doit s'entourer des compétences nécessaires. Vétérinaires, nutritionnistes, inséminateurs ou techniciens sont des partenaires indispensables au fonctionnement. Les relations avec les autres sont importantes, que ce soit des collaborateurs, des associés ou dans le cadre de l'entraide avec les voisins. Tout doit être mis en œuvre pour que le travail soit une satisfaction et un épanouissement qui donne lieu à de bons moments de convivialité. L'exploitation d'élevage doit financer le foncier, les bâtiments, les installations, le matériel et le cheptel et les stocks. Tout cela exige une bonne rentabilité pour pouvoir les assumer. C'est là qu'interviennent d'autres activités de l'éleveur, la tenue des comptes, le suivi de trésorerie et toutes les tâches administratives nécessaires pour être en conformité avec les nombreuses obligations réglementaires. Le but et la satisfaction d'un producteur sont d'obtenir des produits de qualité. N'oublions pas que la première fonction de l'agriculture est de nourrir la population. Les produits animaux permettent des apports nutritionnels essentiels. Ce sont des matières alimentaires nobles, produites à partir de ressources naturelles qui, dans leur grande majorité, ne sont pas utilisables directement par l'homme. Il est évident que le métier d'éleveur entraîne des difficultés dans l'organisation de sa vie sociale et familiale. L'éleveur vit au rythme de son troupeau et à certaines périodes, tout son temps est consacré à son activité. La robotisation, l'entraide et le salariat permettent la prise en charge de certaines tâches, mais il faut pour cela que la valorisation de ces produits soit suffisante pour permettre de dégager du temps pour la famille, pour des vacances ou pour s'impliquer dans les organisations professionnelles. La vie de l'éleveur n'est pas toujours facile, mais elle permet à des femmes et des hommes de rester dans les zones rurales, au pays. Ces paysans ont le plaisir de vivre à proximité de leur lieu de travail, souvent en famille, de rester en contact direct avec le milieu naturel et ont la fierté de produire une alimentation d'exception pour leurs concitoyens. Et si l'aventure vous tente, l'élevage, c'est aussi l'apiculture, la pisciculture, la conchyliculture, l'héliculture et pourquoi pas l'entomoculture. Bonjour Yannick Le Cosler, aujourd'hui dans Explique-moi, on se demande à quoi ressemble la vie d'une vache laitière. Alors une vache laitière, il faut bien comprendre, elle va naître après un développement d'environ 280 jours, soit 9 mois. Donc on a d'abord un veau avant d'être une vache laitière. Donc ce veau, il va naître, il a très peu de réserve corporelle, il n'a pas de protection immunitaire, donc il va être très sensible à son environnement. L'environnement sanitaire, bactérien, mais aussi l'environnement thermique. Donc la première chose qu'il va faire, c'est de téter sa maman. Donc la mère va produire un colostrum qui n'est pas encore du lait, c'est la première sécrétion de la glande mammaire. Ce colostrum, il est riche en énergie, en protéines, et il va apporter cette énergie au veau, mais aussi sa première protection immunitaire. Donc une fois qu'il aura bu son colostrum, le veau va très vite avoir un développement important, il va boire du lait pendant les premiers jours de sa vie, et généralement en élevage, jusqu'à 2-3 mois, ça va être son régime principal. À partir de 2-3 mois, le veau va commencer à consommer des quantités importantes de fourrage, de concentré, pour devenir progressivement ce qu'on va appeler un ruminant. Il va être sevré de sa maman souvent vers l'âge de 3 mois, 4 mois, suivant les systèmes. Et puis, progressivement, il va se développer jusqu'à 6 mois, 9 mois, 10 mois, pour
plus tard produire une future vache laitière. Alors concrètement, comment ça va se passer? À un moment donné de son développement, l'éleveur va mettre ce veau, qui est devenu une génisse, à la reproduction. La reproduction se fait le plus souvent par insémination artificielle aujourd'hui, pour diverses raisons, liées à la fois à la sélection des animaux, mais aussi la dangerosité du mâle lorsqu'il est présent sur l'exploitation, donc le taureau. Donc il faut faire très attention lorsqu'on a des taureaux sur une exploitation, il a parfois des comportements très agressifs, et il ne faut pas le confondre avec le bœuf étant le mâle castré. Donc une fois que la vache, ou la génisse, a été mise à la reproduction, 9 mois plus tard, elle va à son tour donner naissance à un jeune veau. À partir de ce moment-là, elle va produire du lait, et pour produire du lait, il va falloir la mettre régulièrement à la reproduction. Donc en général, une vache produit un veau par an. Bon, suivant le système, c'est parfois un peu moins, c'est-à-dire qu'on va avoir des lactations plus ou moins longues, mais à chaque renouvellement, à chaque veau, une lactation nouvelle va démarrer. Pour ce faire, la vache va produire du lait, mais 2 mois avant la date nouvelle de vélage, on va arrêter de la traire. On va, ce qu'on appelle, tarir la vache, pour qu'elle se prépare au mieux pour la lactation suivante, qu'elle se repose, qu'elle prépare ses réserves, et ainsi de suite. Alors dans sa carrière, c'est-à-dire pendant toute sa durée de vie, une vache peut produire 3, 4, 5, 6 lactations, voire plus également, voire un peu moins s'il y a des accidents. D'accord ? Dans ce cas, on va arrêter la lactation, on va tarir la vache, on ne va pas la remettre à la reproduction et puis elle sera vendue. Quels sont les principaux freins finalement à l'élevage en France aujourd'hui? Du coup, il y a quatre grands enjeux en fait autour de l'élevage à l'heure actuelle. Schématiquement, il y aurait l'environnement, l'impact environnemental de l'élevage qu'il faut minimiser au maximum. Minimiser au maximum les impacts négatifs et essayer de maximiser les impacts positifs, biodiversité, paysage, etc. On a des enjeux autour de la question de l'animal, justement, la condition animale, les manières d'élever les animaux, les éventuelles pratiques douloureuses qu'il faut minimiser, encore une fois. Voilà, donc la place de l'animal au sein de cet élevage, qui est peut-être à repenser, pas forcément complètement fondamentalement, mais se recentrer sur l'animal. Ensuite, il y a des remises en question, des interrogations sur l'impact sanitaire de l'élevage, les maladies qui peuvent émerger chez les animaux et se transmettre à l'homme, éventuellement, la qualité sanitaire des produits également. Est-ce que si les animaux ont subi des traitements antibiotiques, est-ce que ça a un impact sur les maladies, sur la qualité de la viande, etc. Alors je dis pas que ce sont des faits avérés, c'est des questionnements qui existent à l'heure actuelle au sein de la société. On peut les juger légitimes ou pas, mais en tout cas ils existent, ces questionnements. Et ensuite, la quatrième thématique, c'est finalement une question presque plus politique, socio-économique de développement. Quel est le modèle de développement en fait qu'on peut appliquer à l'élevage et à l'agriculture? Est-ce qu'on souhaite être compétitif économiquement sur la scène internationale, ou est-ce qu'on donc réfléchir aux exports, aux exportations de produits français, qu'est-ce qu'on importe, à quel prix, à quelle qualité, et des questions qui concernent plutôt une relocalisation de la production, consommer local, justement consommer des produits français de qualité pour les consommateurs français. Bonjour Jean-Louis, aujourd'hui dans Explique-moi, on se demande qu'est-ce qui se passerait dans un monde sans élevage?
Alors, pour savoir ce qui se passerait dans des sols sans élevage, il suffit de regarder ce qui se passe déjà dans les sols aujourd'hui où il n'y a plus d'élevage. Il y a beaucoup de régions qui se sont transformées en céréaliculture, enfin culture de graines, pas que céréales, mais qu'est-ce qui se passe dans ces sols? En général, quand même, ce sont des sols qui s'appauvrissent en matière organique. Ce sont parce qu'il n'y a plus de retour d'effluents d'élevage, dans la matière organique via les effluents, ils ne voient que des engrais minéraux. Deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup plus d'érosion. Au niveau européen, on perd à peu près 3 tonnes de sol par hectare dans des sols de grande culture et on en perd pratiquement pas dans des sols d'élevage parce qu'il y a de la prairie. Donc l'élevage joue par les deux volets, restitution des effluents et de leur matière organique et puis présence de prairie qui fournit des services écosystémiques dont celui qui est la couverture de sol et éviter l'érosion. Et puis la prairie a aussi d'autres rôles importants au niveau écologique dans la gestion des flux, notamment des flux d'azote, et puis sur le maintien d'une certaine biodiversité qui peut être utile aux cultures. Aujourd'hui dans Explique-moi, on se demande comment limiter les impacts de l'élevage sur l'environnement. Alors c'est vrai que l'élevage interagit avec l'environnement parce que les animaux ils sont dans la nature, ils mangent beaucoup de céréales un petit peu de céréales et beaucoup d'herbes. Donc il y a forcément des impacts. C'est des impacts qui peuvent être positifs ou négatifs. Donc déjà la première chose c'est de s'assurer qu'on maximise les impacts positifs. Donc c'est-à-dire par exemple tous les animaux qui sont au pâturage, je parlais des pâturages d'estive en montagne, il y a des très bonnes interactions élevage-environnement à ce niveau-là parce qu'on a des chargements assez modérés. Les animaux permettent de défricher, de limiter par exemple les feux de forêt. Donc ça, c'est des impacts positifs qu'il faut encourager. Et puis sur les impacts négatifs qui peuvent avoir lieu aussi par exemple sur la production de gaz à effet de serre, alors ça c'est un processus naturel qui est lié à la rumination des vaches, des moutons, des chèvres. Quand ils digèrent les aliments que nous on ne peut pas manger, ils produisent du méthane, ça c'est naturel. Mais par contre, on peut faire en sorte qu'ils en produisent moins en changeant la qualité des aliments, ou on peut faire en sorte que s'ils produisent du méthane, ils produisent quand même un peu plus de lait et de viande, donc on n'a pas autant de pertes d'énergie à travers ces émissions de gaz à effet de serre. Et puis par exemple, on peut limiter aussi les impacts sur la qualité de l'eau en gérant bien les effluents d'élevage. Ce qu'on appelle les effluents, c'est par exemple le lisier ou le fumier. Donc en fonction de la façon dont on stocke le fumier avant de l'appliquer sur des champs, parce que le fumier c'est un fertilisant organique naturel, on peut limiter les pertes de ce fumier dans les eaux de surface. Par exemple, quand il pleut sur un tas de fumier, on peut faire en sorte qu'il n'y ait pas de pollution. Donc c'est déjà le cas dans beaucoup d'exploitations en Europe. Il y a d'autres impacts, par exemple sur la biodiversité. Alors dans certains cas, quand on développe énormément la culture d'un type de céréales ou de légumineuses pour l'alimentation animale, comme par exemple le soja en Amérique latine, c'est une perte de biodiversité évidente, non seulement parce qu'on peut, par exemple, faire pousser ce soja sur des terres qui étaient avant de la forêt, par exemple, mais aussi parce que on se retrouve avec une grande quantité de monoculture, comme on appelle ça, sur un même espace, et donc un gros problème de biodiversité. Donc on peut limiter l'impact sur la biodiversité, notamment l'exemple que je viens de donner, en diversifiant les sources de fourrage pour les animaux, par exemple, en ne dépendant pas que d'un type d'aliments comme le soja, mais en multipliant. Alors on peut parler par exemple en Europe de faire pousser de la luzerne ou des prairies qui associent légumineuses et graminées par exemple. Bonjour, aujourd'hui dans Explique-moi, on se demande à quoi ressemble la vie d'un cochon. Alors, un cochon est un animal qui va surtout vivre en journée. La nuit, il dort. Et en journée, alors il va continuer de faire des siestes. Il va avoir 2 pics d'activité, un le matin et un autre en fin d'après-midi, soirée. Pendant ces pics d'activité, il va aller boire, il va aller manger, il va aller explorer son environnement, sa case, il va interagir avec
les autres porcs qui sont dans la même case que lui. Ces autres porcs, ça peut souvent être des frères et sœurs d'ailleurs. Il va avoir un comportement de jeu, d'interaction. Et voilà, cette croissance, il est en fait en période de croissance très très rapide, puisque entre sa naissance et sa commercialisation, le porc passe d'un état de nouveau-né, bébé, et jusqu'à jeune adolescent. Et donc pendant toute cette phase d'élevage, il va également du coup assurer sa croissance. Et combien ça pèse à la naissance un petit cochon? Alors ça va peser entre 1,5 kg et 2 kg, et à la commercialisation, ils vont peser environ 120 kg. Bonjour Jean-Louis, aujourd'hui dans Explique-moi, on se demande en quoi l'agriculture et l'élevage sont complémentaires. Je dirais déjà dans un premier temps que l'élevage est capable d'utiliser, de convertir en aliment pour l'homme beaucoup de biomasse végétale que nous on ne peut pas consommer. L'herbe par exemple, la paille aussi, les pulpes de betterave quand on fait du sucre avec des betteraves. Donc il a déjà ce premier rôle-là de recycleur. Il a un deuxième rôle qui est intéressant pour les cultures, c'est qu'il ramène de la matière organique dans les sols grâce aux effluents d'élevage, notamment quand c'est des effluents avec de la paille, du fumier, donc des effluents solides. Et puis, en sens inverse, les cultures sont très intéressantes pour l'élevage, puisque d'abord, elles fournissent l'aliment de l'élevage. Alors, ça peut être des céréales. Alors, on peut parler de compétition entre alimentation animale et alimentation humaine, mais enfin, toutes les céréales qui ne sont pas panifiables sont quand même valorisées par l'élevage. Et puis, les cultures, dans des cas de culture où on arrive à bien diversifier les rotations en mettant des légumineuses, elles apportent à l'élevage les protéines dont il a besoin pour sa production, en évitant des importations de tourteaux de soja. Donc là, on voit bien, culture-élevage, c'est un fait le même combat. L'élevage sert aux cultures, mais les cultures sont bien sûr indispensables à l'élevage, au-delà même de la seule prairie pour les ruminants. Aujourd'hui dans Explique-moi, on se demande à quoi ressemble la vie d'une poule. Eh ben, la poule, elle pond des œufs, donc elle pond presque un œuf par jour, quasiment. Et quand elle fait son œuf, elle fait d'abord le jaune, et puis après on a des couches de blanc qui se forment progressivement dans l'oviducte, ça se met en place. Et après, au dernier moment, on a la coquille qui se forme, et après il y a l'œuf qui est expulsé au moment de la ponte. Et puis on a la couleur du jaune qui peut varier. Tout à l'heure on a vu que la couleur de la coquille ça dépendait de la race de la poule. La couleur du jaune elle dépend de ce que va manger la poule. On aime bien avoir en France un jaune qui est assez soutenu, un peu vif. Donc la poule, elle fait son œuf chaque jour. Alors elle vit en groupe, c'est des animaux qui sont plutôt grégaires. Elle fait un tas de choses dans la journée, comme la poule de la jungle. Et donc, elle cherche à subvenir à ses besoins, donc s'alimenter, boire. Et elle a aussi un certain nombre de comportements qui sont indispensables pour qu'elle se sente en sécurité. Par exemple, elle va se reposer dans des zones surélevées. C'est pour ça que les poules se perchent. C'est pour se sentir protégées des prédateurs, comme pour ses ancêtres. Bonjour Isabelle, aujourd'hui pour Farmpédia, on se demande que peuvent faire les éleveurs pour améliorer le bien-être de leurs animaux. La première chose, c'est la surveillance quotidienne des animaux, que les éleveurs font, pour voir effectivement s'il n'y a pas un problème. Donc ça, c'est vraiment le B.A.-ba. Ensuite, il y a améliorer tout ce qui est confort physique. Donc de la surface par animal, donner aux animaux donc une litière confortable, leur fournir aussi un environnement stimulant, c'est-à-dire pas un environnement qui est toujours le même, mais stimuler l'activité de l'animal, on va dire sa curiosité entre guillemets. Donc varier les environnements, ça peut être mettre les vaches au pâturage, tout ce qui va permettre l'expression des comportements et le confort, quoi. Et puis il y a tous les aspects sociaux donc à prendre en compte, parce qu'on sait par exemple quand on change un animal de groupe, là c'est extrêmement stressant parce que c'est pareil, c'est pas du lien mère-jeune, mais c'est du lien entre pairs, entre animaux de même âge. Disons,
Et il y a des liens aussi qui existent. Et donc, quand on les change de groupe, eh bien, c'est très stressant. Il faut qu'ils reconstruisent complètement leur environnement, leur relation sociale. On peut considérer du coup que les vaches sont des amis? Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. On voit, donc nous, on a étudié les réseaux dans les groupes, donc on sait qu'il y a des vaches qui préfèrent être ensemble au pâturage. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Il y a des relations préférentielles qui s'instaurent. Et en général, ces relations, elles sont liées au fait que les animaux ont été ensemble depuis très longtemps. Des animaux qui, dans le jeune âge, ont été ensemble, vont garder ces liens préférentiels. Des génisses qui étaient dans le même groupe avec leurs vaches, après elles passent donc génisses, elles sont intégrées dans un groupe plus grand, elles vont garder les relations avec les premières copines. Bonjour Barbara Dufour, aujourd'hui dans Explique-moi, nous allons nous demander qu'est-ce qu'une zoonose? Alors, les zoonoses, ce sont des maladies qui se transmettent naturellement entre les animaux et l'homme, voire réciproquement. Alors, il y a deux choses importantes là-dedans, c'est l'aspect de transmission, et puis il y a une deuxième chose importante qui est le côté naturel. C'est-à-dire que, par exemple, si en faisant une greffe, qui est une situation très particulière, on transmet un agent d'un animal à l'homme, ben on va parler d'une zoonose très particulière, c'est zoonotique ponctuellement, particulièrement. Et puis le naturellement et puis le régulièrement est important également, parce qu'il y a des maladies qui se sont adaptées à l'homme, qui sont d'origine zoonotique, par exemple le sida, bien connu, dont le virus existe chez les grands singes. Actuellement, évidemment, sur la planète, ça n'est pas une zoonose. C'est une maladie strictement de transmission interhumaine, sauf dans quelques cas très particuliers de chercheurs dans des laboratoires qui pourraient se contaminer en manipulant des animaux infectés. Donc, il faut distinguer, je crois, les maladies zoonotiques, c'est-à-dire celles qui peuvent vraiment se transmettre des animaux à l'homme de manière régulière, à l'occasion de contacts entre ces deux espèces, et puis les maladies d'origine zoonotique, c'est-à-dire qui existaient chez l'animal, et puis qui à un moment donné ont fait un passage chez l'homme, s'y sont plus d'une certaine manière, et ils sont restés. On pourrait parler de la grippe humaine, par exemple. C'est ce qui s'est passé. À l'origine, la grippe vient des oiseaux, mais la grippe hivernale qu'on rencontre tous les hivers, eh bien cette grippe-là, elle est strictement interhumaine et humaine. Ça n'est plus une zoonose. À quoi ressemble la journée idéale d'un cheval? Alors ça, je dirais que ça dépend un peu de leur activité, de leur type d'activité, de leur destination. Parce qu'on a en gros 4 grands types de chevaux. On va avoir des chevaux qui sont destinés à la reproduction. Donc ils vont avoir forcément une journée un petit peu spécifique aussi. Des chevaux de sport et loisirs, qui là aussi ont une utilisation particulière, des chevaux de course, et puis j'ajouterais aussi aujourd'hui des chevaux en retraite, parce que ça c'est un effectif qui est en croissance. De plus en plus on accompagne les chevaux sur la fin de vie, donc on a de plus en plus de chevaux en retraite. Donc cette activité, cette journée type va être forcément variable selon leur destination. Mais je dirais plutôt quel va être le dénominateur commun de tous ces chevaux. Eh bien, ça va être principalement, je dirais, ce qu'on va rechercher pour qu'ils aient une journée qui se passe dans les meilleures conditions et surtout dans le respect de leur bien-être. C'est de faire en sorte qu'ils vivent au maximum en groupe, d'une part, qu'ils satisfassent tous leurs besoins alimentaires. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut forcément leur servir beaucoup de repas, etc. C'est plutôt
Je dirais ce qui est important, ça va être un accès continu à un fourrage ou à de l'herbe directement s'ils sont à l'herbage, mais au moins quelque chose qui leur permette d'avoir une mastication continue, qui est un élément important du bien-être du cheval, et puis aussi qu'ils soient le plus souvent dehors. Ça, c'est un élément aussi fondamental du bien-être du cheval, c'est vivre en groupe et vivre dehors. Donc ça veut dire que si ce sont des chevaux de sport ou des chevaux de course, forcément ils ont une partie de leur vie qui se passe en boxe, mais il faut faire en sorte que ça soit le moins longtemps possible, évidemment. Donc pour fractionner des sorties, des passages par le paddock ou par des petits herbages si on en a, et puis, si possible, des échanges sociaux au travers de leur hébergement par la vue d'autres chevaux et peut-être des passages en groupe s'il le faut. Voilà un petit peu les conditions qui vont faire que la journée type d'un cheval va bien se passer. Et après, ça va être très variable selon leur activité. Soit ils vont être à l'herbage pour la plupart quand ce sont des chevaux de reproduction, soit ils vont être montés, travailler, suivre un entraînement physique lorsque ce sont des chevaux de compétition ou des chevaux de course. Bonjour Marc, aujourd'hui dans Explique-moi, on se demande qu'apporte vraiment le bio? Donc, ce qu'apporte le bio aux animaux, les animaux sont un peu moins poussés, entre guillemets, puisqu'il y a plus de pâturage, etc. Donc, un bien-être animal qui sera quand même meilleur en bio qu'en conventionnel. La bio apporte aussi à l'éleveur, puisque l'éleveur va retrouver les principes de l'agronomie. Et puis, il répond à une demande de la société, puisque la société souhaite le bien-être animal, souhaite des systèmes qui ne polluent pas, etc. Donc, l'éleveur sera peut-être mieux positionné par rapport à la demande de ses concitoyens. Et puis, toujours par rapport à la société, une réponse plus globale, vous connaissez peut-être la notion de One Health, une santé globale. Donc, la bio va répondre à cette question-là en respectant l'environnement et en respectant le vivant. Cette capsule a pour objectif de vous expliquer ce que signifie le concept « une seule santé », appelé également concept One Health. Il s'agit en fait d'exprimer de manière simple le fait que la santé humaine, la santé animale, la santé des écosystèmes sont intimement liées et dépendent les unes des autres. Cette approche qu'on pourrait qualifier d'intersectorielle est tout de même fortement centrée sur la santé humaine. Cela dit, depuis longtemps, les organismes internationaux promeuvent cette relation étroite qu'il devrait y avoir entre les médecins, les vétérinaires et les agronomes. Pour autant, les choses ne sont pas si simples sur le terrain, sauf dans certaines situations, et je vais vous présenter d'une manière très simple comment une ONG sur le terrain, appelée Agronomes et Vétérinaires sans frontières, réalise du One Health depuis déjà assez longtemps. Alors, qu'est-ce que Agronomes et Vétérinaires sans frontières? Eh bien, c'est une organisation non gouvernementale qui agit pour la défense des droits des paysans et leur reconnaissance. Pour ces actions sur le terrain, nous promouvons la transition agroécologique, mais également la création de filières durables et équitables. Nous améliorons l'élevage et la santé animale et de temps à autre, nous agissons en post-crise. Pour cela, bien sûr, il convient d'aider les agriculteurs, les éleveurs à lutter contre le réchauffement climatique, à préserver la diversité et à donner une égalité des chances le plus possible pour les femmes et pour les jeunes. Mais nous agissons aussi pour promouvoir cette fameuse démarche One Health dont je viens de vous parler. Le premier exemple d'activité One Health AVSF porte sur le maintien de la biodiversité. C'est un exemple qui a été pris en Zambie, dans une région où des éleveurs, des agriculteurs,
cohabite de près avec un parc animalier, un très grand parc animalier, le parc de Cafoué. Dans cette zone, les agriculteurs cultivent du maïs pour leur alimentation et celle de leurs animaux. Et bien évidemment, les éléphants sont très attirés par ce maïs. Donc pour éviter que les éléphants viennent détruire les récoltes, comme ils l'ont fait un certain nombre de fois dans cette zone, nous avons aidé les femmes de ces agriculteurs à monter des ruches. Les abeilles éloignent naturellement les éléphants qui en ont peur. Et par ailleurs, les apicultrices, comme vous pouvez le voir sur cette image, peuvent produire du miel qui leur permet d'être vendu ou d'être utilisé dans leur cuisine. Premier exemple. Le deuxième exemple porte sur la lutte contre la désertification dans le Ferlo au Sénégal. Dans cette zone particulièrement aride, il y a conflit très fréquent entre les éleveurs et les agriculteurs. Les éleveurs pasteurs, nomades de cette zone, font divaguer leurs animaux qui ont tendance évidemment à venir se nourrir sur les zones agricoles et à consommer l'eau également, ressource indispensable aux agriculteurs de la zone. Nous avons donc aidé AVSF à aider à la création d'unités pastorales permettant la réduction des conflits liés à l'accès aux ressources. Et puis nous avons également aménagé des points d'eau et renforcer les organisations d'usagers pour la gestion de cette ressource. Enfin, les pratiques d'élevage à la gestion des pâturages, au fait de ne pas aller pâturer n'importe où, a été également améliorée. Et in fine, les agriculteurs et les éleveurs ont pu profiter des déjections animales pour fabriquer des créations d'unités familiales de méthanisation, comme vous voyez sur cette image, qui apportent du gaz, soit du gaz d'éclairage, soit du gaz de chauffage pour l'alimentation dans les habitats de ces éleveurs et de ces agriculteurs. Vous voyez, encore une action à la fois de santé, de développement d'élevage, mais également de lutte contre la désertification pour une meilleure utilisation des ressources en eau. Troisième exemple, très illustratif également, les fameuses caravanes mobiles pour soigner les hommes et les animaux au Mali. Dans cette région totalement désertique, seuls des nomades survivent. Nous avons, avec une autre ONG nommée ADESA, créé des caravanes mobiles contenant des médecins et des vétérinaires ou des infirmiers et des aides vétérinaires et qui circulent dans ces campements pour apporter de la santé animale et de la santé humaine aussi à ces populations. Depuis la création de ces caravanes, plus de 15 000 familles d'éleveurs transhumants enclavés ont été bénéficiaires du service. On a observé une très forte vaccination du taux de vaccination humain et notamment des enfants, ce qui a permis d'améliorer considérablement la santé humaine, et tout ceci avec une diminution très importante des coûts par rapport à des interventions dans des secteurs dans lesquels les éleveurs doivent se rendre. Vous voyez donc, et vous comprenez mieux, que effectivement, quand elle prend soin de ses poules, SOCA protège le monde des futures pandémies. Il y a donc ce lien très fort entre la santé des animaux et la santé des hommes. Voilà ce que je voulais vous dire pour illustrer très concrètement le concept One Health en pratique sur le terrain. Et si vous voulez en savoir plus sur l'ONG Agronomes et Vétérinaires sans frontières, vous pouvez toujours aller sur le site de cette ONG, https://www.avsf.org. Merci de votre attention. En novembre 2021, l'Académie d'agriculture de France, l'Association française de zootechnie, l'Académie vétérinaire et la Société française de nutrition ont organisé une journée d'études sur l'agriculture cellulaire. Sur la base des conclusions de cette journée d'études et sur la base de travaux plus récents, je vais essayer de répondre à cette question. La fabrication de viande à partir de cellules cultivées est-elle une réalité ou au contraire une illusion ? Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais rappeler les principes de fabrication de ce qu'on appelle à tort la viande cultivée. La première étape est de réaliser une biopsie, c'est-à-dire un prélèvement musculaire sur un bovin, un porc, un poulet ou tout autre animal comme par exemple un animal domestique. Il est possible d'isoler
les cellules précurseurs des fibres musculaires, ce que sont les myoblastes. Les myoblastes se multiplient un très grand nombre de fois pour produire des fibres musculaires, et c'est ainsi que le premier burger artificiel, produit par le professeur Mark Post, a vu le jour en 2013. À partir d'une biopsie musculaire, on peut aussi isoler des cellules souches qui ont la capacité de se transformer non seulement en myoblastes, mais aussi en cellules de matière grasse ou en autres types cellulaires pour la fabrication de vaisseaux sanguins et de tissus conjonctifs. Et c'est ainsi qu'il est possible de préparer un tissu musculaire plus complet, mais encore très fin. Une variante dans cette technique est de travailler avec des lignées cellulaires immortelles. Ce sont donc des cellules qui, par génie génétique, ont été rendues immortelles pour se multiplier un très grand nombre de fois, proche de l'infini. Toutes ces cultures cellulaires ont lieu dans des bioréacteurs géants, comme vous voyez sur cette figure. Elles sont baignées dans un milieu de culture qui apporte des sources d'énergie, mais aussi des acides aminés pour la fabrication de protéines et des hormones et des facteurs de croissance. La culture cellulaire est donc une technologie complexe et on ne peut pas appréhender dans cette technologie les effets des facteurs d'élevage des animaux, et les coûts de cette technologie sont encore très élevés, et donc le modèle économique reste à trouver. Une question qui est importante, c'est: est-ce vraiment de la viande? Comme je l'ai dit précédemment, les cellules musculaires se multiplient un très grand nombre de fois pour produire des fibres musculaires in vitro, et ce processus est comparable au processus qui se produit chez l'animal vivant, puisque également les cellules musculaires se multiplient un très grand nombre de fois. Après l'abattage d'un animal vivant, il est possible donc d'obtenir à partir de la carcasse différentes pièces de boucherie. Ces muscles doivent être maturés plusieurs jours dans le cas de la production de viande bovine pour donner de la viande. Et donc, il existe une différence entre le muscle et la viande. Il est toujours possible de rajouter dans la mixture de fibres musculaires produites in vitro des nutriments qui seraient absents dans ces fibres musculaires, comme par exemple le fer ou au contraire la vitamine B12, mais il n'existe pas d'étude de digestibilité de ces nutriments lorsqu'ils sont ajoutés dans cette matrice de fibres musculaires in vitro. Et par ailleurs, on ne sait pas vraiment si les fibres musculaires produites in vitro ont un processus de maturation comparable à celui du vrai muscle. Sur cette diapositive, vous voyez que les investissements par les entreprises privées ou les investisseurs privés sont très importants puisqu'ils s'élèvent à plus de 3 milliards de dollars jusqu'à ce jour. Il existe plus de 150 entreprises capables de fabriquer de la viande de culture de par le monde. Après Singapour, les États-Unis sont le second État à autoriser la commercialisation de viande de culture produite par 2 entreprises. Et plus récemment, la viande de culture a été autorisée en Israël. Les entreprises françaises qui veulent produire cette viande de culture argumentent que ce serait un crime de ne pas essayer pour la santé, pour la planète, pour les animaux et pour le goût, car ils font le postulat de départ que cette viande de culture serait meilleure pour la santé des consommateurs, pour le goût du produit, pour la planète et pour les animaux, ce qui reste à démontrer. En effet, il existe de nombreux avis réservés sur ce produit. Si on revient à la question « est-ce que c'est de la viande ?», des travaux conduits par l'ISARA, Bordeaux Sciences Agro et INRAE, l'Institut national de la recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement, ont montré qu'une majorité des consommateurs interrogés, notamment au Brésil, répondent non à cette question. En ce qui concerne l'aspect consommation, une autre étude conduite en France a montré que la majorité des consommateurs français seraient prêts à goûter une fois ce produit par curiosité, mais les mêmes consommateurs ne sont pas prêts à consommer régulièrement ce qu'on appelle la viande de culture. En 2023, une tribune signée par plus de 60 chercheurs qui a été publiée dans Le Monde. Elle est intitulée « L'essor de la viande de synthèse repose sur peu de données scientifiques ». En effet, face à la faiblesse des évaluations en termes sanitaires, environnementaux ou nutritionnels, ces 60 chercheurs argumentent qu'il serait très prématuré
de commercialiser les produits issus de cellules musculaires cultivées. Cette conclusion a été confortée en grande partie par une expertise collective conduite par la FAO, qui a identifié plus d'une cinquantaine de points de vigilance en matière de qualité sanitaire ou de sécurité sanitaire du produit. La majorité de ces points de vigilance est assez facile à maîtriser. En revanche, il existe quelques points d'attention spécifiques à l'agriculture cellulaire et donc il faudrait complètement maîtriser ces points de vigilance et le processus technique pour garantir un produit sur le plan sanitaire. Une commission sénatoriale est également très vigilante sur ce sujet et a conclu qu'il faut être vraiment vigilant pour mieux encadrer et maîtriser la technologie en raison de peu de données sur l'agriculture cellulaire. Pour en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à lire 2 articles parus, l'un dans le numéro de décembre des Cahiers de nutrition et diététique, l'autre qui va paraître dans le numéro de janvier du même journal. Et ces 2 articles sont intitulés « La viande de culture, ce que nous savons et ce qu'il faudrait savoir ». En particulier, dans le 2e article, il est discuté que l'agriculture cellulaire pose aussi des questions éthiques fondamentales sur le sens que nous voulons donner à notre alimentation dans le futur. Je vous remercie de votre attention. Aujourd'hui, pour Farmpedia, on fait le point sur l'utilisation des surfaces en agriculture. Je suis avec René Beaumont, qui est directeur de recherche à l'INRAE et directeur du GIS Avenir Élevage. René, est-ce qu'on peut dire que les vaches prennent toute la place ? Alors, les vaches prennent de la place, ça c'est sûr. Mais les vaches utilisent l'espace aussi pour différentes fonctions. Alors, peut-être déjà quelques ordres de grandeur par rapport à ce qu'on appelle la surface agricole utile d'un pays comme la France, qui est de l'ordre de 27-28 millions d'hectares. Il y a à peu près la moitié de cette surface qu'on appelle surface fourragère, c'est-à-dire qui est composée de prairies permanentes. Donc, ce qu'on appelle des prairies permanentes sont des prairies de longue durée qui sont implantées au minimum pour 5 ans, mais certaines peuvent être là pendant plusieurs décennies. Donc ça représente à peu près un tiers de la surface agricole totale de la France. Le reste de la surface fourragère utilisée par les ruminants, c'est sous forme de prairies, ce qu'on appelle des prairies temporaires, des prairies donc qui vont être ressemées tous les 2, 3, 5 ans. On a ensuite un petit peu de culture fourragère annuelle du type luzerne, et aussi bien sûr une culture fourragère annuelle qui est importante, qui est le maïs en silage, qui représente de l'ordre de 5% de la surface totale agricole en France. Alors bien sûr, au-delà de ces 50% de surface fourragère, les animaux d'élevage utilisent aussi une partie des surfaces de culture de façon indirecte, puisqu'une partie des céréales ou des coproduits des grandes cultures, céréales, oléoprotéagineux, sont utilisés aussi pour l'alimentation animale. Donc, vu comme ça, effectivement, ça paraît très important. Mais en même temps, les animaux d'élevage, et en particulier les herbivores, utilisent des surfaces qui, pour par exemple les prairies permanentes, qui représentent donc, comme je l'ai dit, un tiers de la surface agricole utile française, sont en grande majorité des surfaces qui ne seraient pas suffisamment productives pour être utilisées de façon intéressante en grande culture. Ensuite, l'utilisation de ces surfaces, bien sûr, contribue à créer des paysages agricoles dans des zones de plaine, bien sûr, on peut penser à la Normandie, mais aussi dans des zones de demi-montagne ou de montagne, par l'utilisation des pâturages, des estives, des alpages, etc. Donc les animaux d'élevage, dans l'occupation de l'espace, ont un rôle majeur d'entretien de l'espace. Qu'est-ce qui se passerait si on réduisait fortement ou on supprimait l'élevage?
ces surfaces, si elles n'étaient pas entretenues, elles s'embroussailleraient, donc elles retourneraient progressivement à un état de forêt. Mais bon, forêt qu'il faudrait entretenir, exploiter. Alors c'est très bien d'avoir de la forêt, on a besoin d'avoir de la forêt, hein, mais je ne pense pas que ce soit souhaitable qu'une grande partie de nos paysages agricoles se ferment par l'arrivée, par une augmentation forte de la surface en forêt. Ensuite, ces surfaces en prairie, elles ont d'autres rôles, hein. Elles contribuent à la biodiversité parce que ce sont souvent des surfaces riches en espèces végétales qui sont aussi qui accueillent des insectes, donc qui participent, par exemple, avec des plantes mellifères à la production de miel. Et puis, troisième fonction importante, c'est que ces surfaces en prairie, elles contribuent aussi à stocker du carbone, hein, notamment lorsqu'elles sont des prairies de longue durée. Effectivement, les vaches utilisent une grande partie de l'espace agricole français, mais pour différentes fonctions. Une fonction, bien sûr, de production de lait et de viande issus de ces animaux, mais aussi des fonctions autres autour de la biodiversité, de la création de paysages et de stockage de carbone. Donc, il faut avoir une vision un petit peu complète des fonctions, des utilisations des surfaces avant de conclure sur ce type de questions.